Une entrevue avec Colm Keller sur les manifestations surnaturelles au ranch Skinwalker. Colm Keller PhD est un chercheur scientifique qui travaille actuellement dans le secteur de la biotechnologie. Le docteur Keller est biochimiste et a fait une carrière de 20 ans dans la recherche en biologie cellulaire et moléculaire. Il a travaillé comme chef de projet et chef d'équipe pour le National Institute of Discovery Science, NID, utilisant la méthodologie de la science légale pour élucider les anomalies scientifiques. Il est l'auteur du livre récemment publié sur l'enquête controversée du NID sur le Skinwalker Ranch, intitulé Hunt for the Skinwalker, Amazon US et UK. Il a également écrit un livre sur les maladies à prions et les mutilations de bétail intitulé Brain Trust, Amazon US et UK. TMD, merci de nous avoir accordé cet entretien, Colm. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment un scientifique hautement qualifié comme vous se retrouve à travailler pour un institut scientifique, le National Institute for Discovery Science, connu sous le nom de NID, qui enquête sur les phénomènes paranormaux et la science des frontières. CK, je travaillais comme chercheur en immunologie moléculaire au National Jewish Center for Immunology à Denver, Colorado, lorsque j'ai vu par hasard une offre d'emploi très inhabituelle dans Science Magazine, l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. La formulation de l'annonce était tellement remarquable et déplacée qu'elle a attiré mon attention. Une organisation recherchait des responsables scientifiques intéressés par l'exploration de l'origine et de l'évolution de la conscience dans l'univers. On ne voit jamais ce type d'annonce dans le magazine Science, et j'y ai donc immédiatement répondu. C'est ainsi que j'ai reçu une offre d'emploi pour le tout nouveau NID. Je faisais partie des quelques scientifiques classiques, tous titulaires d'un doctorat dans leur discipline, qui ont été embauchés au cours de l'été 1996. À cette époque, le Conseil consultatif scientifique, CCS, avait déjà été recruté. Le SAB était toujours l'un des meilleurs et des plus brillants scientifiques que j'ai eu le privilège de rencontrer. Je m'intéresse depuis longtemps à ce que vous appelez la science marginale, et je pense en particulier que l'étude des anomalies, y compris les anomalies extrêmes, est fondamentale pour le processus de découverte en science, TMD. Beaucoup d'entre nous ont été déçus par la mise en veilleuse de NID en 2004. Quelle était la raison de cette décision et est-il probable que NID redevienne actif à un moment ou à un autre? CK, la principale raison pour laquelle le NID a été mis en veilleuse est qu'il y avait si peu de cas qui méritaient d'être examinés de plus près, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traces physiques justifiant une analyse scientifique, qui se sont produits après l'an 2000 environ. En conjonction avec la baisse d'intensité des événements au ranch au fil du temps, et aussi parce que plusieurs membres du personnel du NID avaient changé de carrière, la décision de réactiver ou non le NID revient au PDG Robert Bigelow, TDG, si un groupe scientifique compétent et bien équipé comme le NID a eu des difficultés à trouver des preuves physiques de ces phénomènes paranormaux. Pensez-vous qu'il y a peu d'espoir à l'avenir de pouvoir les prouver scientifiquement? CKO. Contraire, je pense que NID et d'autres, par exemple le projet SDALAN en Norvège, ont montré que la méthode scientifique peut être utilisée pour étudier ces phénomènes. Même si c'est avec une certaine difficulté. Si l'on peut encourager les financements et les talents à entrer dans la danse, je pense que l'on pourra faire de réels progrès. En ce qui concerne les preuves, je ne pense pas que nous puissions aller au-delà de la collecte de preuves et de la vérification d'hypothèses. TDG, pouvez-vous décrire, d'un point de vue personnel, votre séjour au Skinwalker Ranch? CK, j'ai passé des centaines de jours et de nuits au ranch. Il est devenu ma deuxième maison, surtout entre la fin de l'année 1996 et 1999. Le ranch est situé dans un endroit magnifique du nord-est de l'Utah, et la chasse, qui a été orchestrée, reste l'une des périodes les plus agréables et les plus excitantes de ma vie. Nous ne savions jamais à quoi nous attendre. Je suis un expérimentateur dans l'âme et travailler jour après jour dans un laboratoire du paranormal a été une période passionnante et enrichissante pour moi. TMD. Avez-vous personnellement rencontré des phénomènes paranormaux qui vous ont convaincu de leur réalité? CK, j'ai été confronté à plusieurs événements que j'ai eu du mal à expliquer. L'absence totale de sang dans le veau qui a été démembré au ranch en mars 1997 était difficile à expliquer sans invoquer des circonstances extraordinaires. J'ai personnellement été témoin de plusieurs orbes de lumière volant que j'ai eu du mal à expliquer. J'étais à quelques mètres d'un scientifique chevronné qui décrivait un objet visible à l'aide de jumelles de vision nocturne, mais que je ne pouvais pas voir. Tous ces événements se sont ajoutés à des phénomènes inhabituels pour lesquels je n'avais pas d'explication toute faite. Mais cela prouve-t-il que quelque chose de paranormal s'est produit? Je ne crois pas. TDG, dans Hunt for the Skinwalker, Amazon US et UK, vous mentionnez brièvement des symptômes physiques intéressants liés aux événements, notamment des saignements de nez et des relevés magnétiques anormaux.
Pourriez-vous nous en dire plus sur ces deux sujets? Ces cas, certains occupants du ranch ont parfois signalé des saignements de nez et des maux de tête. Mais nous n'avons jamais été en mesure de relier sans ambiguïté ces symptômes au phénomène. Les compteurs portables Trifield ont enregistré à plusieurs reprises des pics d'activité transitoires, l'aiguille sortait de l'échelle et y restait pendant plusieurs minutes, malgré des tests et des étalonnages répétés. Dans certains cas, ces pics étaient associés temporellement à des événements inexpliqués. Par exemple, un pic notable du champ magnétique a été détecté dans les barres de fer d'un corral peu de temps après que 4 taureaux se soient apparemment retrouvés dans un autre enclos à proximité de ce corral. La manière dont les animaux sont arrivés là n'a jamais été expliquée. Les pics simultanés de champs magnétiques détectés n'ont pas non plus été expliqués. TDG, personnellement, j'ai été un peu choqué par la révélation dans votre livre que des coups de feu ont été tirés sur une entité particulière que l'équipe du NID a poursuivie à travers le ranch Skinwalker, étant donné que vous pourriez avoir affaire à une sorte d'être intelligent, bien que brutal, avec le bétail tout de même. S'agissait-il d'une politique qui avait été découverte à l'avance, ou d'une décision prise sur un coup de tête par Tom Gorman? Et êtes-vous d'accord avec cette approche? Ces cas, c'était une décision impulsive de Tom Gorman qui n'a jamais été répétée. TDG, le ranch Skinwalker appartient-il toujours à Robert Bigelow et pensez-vous qu'il sera pris en compte dans d'autres enquêtes? Ces cas, le ranch appartient toujours à Monsieur Bigelow, qui l'exploite. Lui seul peut répondre à cette question. TMD, le NID est-il parvenu à une conclusion sur la cause probable des événements survenus au Skinwalker Ranch, ou au moins sur l'un des nombreux phénomènes qui ont été observés, orbes et lumières non identifiées, mutilations, apparition d'entités? Ces cas, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de mesurer les variables environnementales, hallucinogènes transportées par le vent ou l'eau, les lumières des tremblements de terre, l'hypothèse des tensions tectoniques, les canulars, les délires, etc. Nous avons émis l'hypothèse que certaines preuves pouvaient correspondre à des tests de jouets militaires exotiques, bien que nous n'ayons jamais pu trouver un motif convaincant pour expliquer pourquoi ces jouets devaient être testés dans un ranch isolé de l'Utah. Nous pensons avoir pu écarter certaines de ces explications, mais nous n'avons jamais accumulé suffisamment de preuves pour nous prononcer fermement en faveur d'une seule hypothèse qui expliquerait tous les événements que nous et d'autres avons vécus. Le ranch des marcheurs de la peau était sans aucun doute un travail en cours. TDG, Hunt for the Skinwalker n'est pas votre premier livre. Pourriez-vous nous parler de votre précédent livre? Brain Trust, Amazon US et UK, qui semble tout à fait fascinant. CK, Brain Trust est une histoire de détective médical, non-fiction, dans laquelle j'élucide les détails d'une introduction substantielle de prions infectieux, connu aujourd'hui pour être associé à la maladie de la vache folle, par le biais d'un obscur projet de recherche du gouvernement américain dans les années 1950. Le livre met également en lumière A. Les tests de dépistage de la maladie de la vache folle pratiqués sur les vaches aux États-Unis et B. Le programme tout aussi lamentable de dépistage de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, MCJ, chez l'homme. Pourquoi ce dernier point est-il important? Parce qu'une forme de MCJ est associée à la consommation de bœuf contaminé par la vache folle. Tandis que le lien entre une deuxième forme de MCJ et la consommation de viande est de moins en moins ténu. TMD, vous insinuez donc qu'il existe une sorte de conspiration visant à dissimuler l'implication des pouvoirs publics dans l'introduction de certaines de ces maladies à prions. Ces cas, je pense qu'il est possible que des erreurs aient été commises lors de l'injection à un grand nombre d'animaux de cerveau broyés provenant de victimes de la MCJ, au milieu d'un refuge pour animaux sauvages dans le Maryland, dans les années 1960. À l'époque, on ne savait pas vraiment que ces protéines infectieuses, appelées prions, pouvaient passer d'une espèce à l'autre. Je ne pense pas qu'il s'agissait nécessairement d'une conspiration active, mais je crois qu'il y a eu, et qu'il y a toujours, une négligence flagrante dans l'absence de tests de dépistage de la maladie de la vache folle sur le bétail des États-Unis. Les autorités sanitaires font également preuve d'un grand laisser-faire en ce qui concerne la déclaration des décès dus à la MCJ, à la maladie d'Alzheimer et à d'autres démences dans une base de données nationale, TMD. Dans le passé, vous-même et le NID avez évoqué les mutilations de bovins comme représentant une opération d'échantillonnage de maladies et sur des animaux domestiques, fichier PDF, une explained cat detend the emergence of a transmissible spongiform encephalopathie, TS, epidemic in North America. Cependant, dans Hunt for the Skinwalker, la discussion sur la mutilation du bétail penche vers une explication plus paranormale. Que pensez-vous de ces explications qui semblent s'exclure mutuellement? Ces cas, au NID, nous avons étudié des dizaines de cas en nous rendant sur le terrain avec des vétérinaires qui ont effectué des nécropsies. Nous avons ensuite envoyé des échantillons de tissus à des laboratoires accrédités pour analyse. Après plusieurs années de recherche de ce type, il est devenu évident qu'il existait deux schémas très différents d'élimination des tissus chez les animaux mutilés.
Le schéma est celui qui est généralement rapporté dans la littérature et dans les anecdotes. Il s'agit de l'ablation d'un œil, de la langue, des organes reproducteurs ou de l'anus d'un animal. Le schéma, qui s'appuie sur de multiples sources de données, nous a permis d'émettre l'hypothèse qu'il s'agissait d'une opération de prélèvement. D'ailleurs, l'opération d'échantillonnage pourrait tout aussi bien porter sur d'autres entités infectieuses que les prions. Par exemple le virus de la fièvre afteuse ou tout autre agent susceptible de semer la panique dans le secteur de l'élevage bovin s'il venait à être largement connu, une poignée de cas ont constitué un schéma totalement différent, que nous pouvons appeler le schéma B. Le célèbre cas du 10 mars 1997 dans l'Utah, dans lequel un veau a apparemment été démembré en plein jour avec quelques témoins oculaires potentiels à quelques centaines de mètres de là, en est un bon exemple. La majeure partie du poids du veau avait disparu, y compris la masse musculaire, tous les organes internes et tout le sang. Quelques années plus tard, un cas très similaire s'est produit en Californie du Nord. Outre la disparition de la plupart des organes internes et de la musculature, l'un des globes oculaires avait été soigneusement prélevé sur l'animal et, encore plein de liquide oculaire, placé sur l'herbe en regardant directement le cadavre. Ces deux cas sont des exemples du modèle B et ne sont en aucune façon, à ma connaissance, liés à une opération de prélèvement, TMD. Vous avez quitté le nid et publié un for the Skinwalker, qui rend compte de cette enquête particulière. Cela marque-t-il la fin de votre participation aux enquêtes scientifiques sur la science des frontières, ou prévoyez-vous de continuer à travailler dans ce domaine, que ce soit professionnellement ou à titre personnel? C'est cas, je prévois de continuer à travailler dans ce domaine, mais pas dans une organisation de haut niveau comme NID. Tout travail que je ferai à l'avenir se fera dans le cadre d'un réseau de scientifiques et de personnes partageant les mêmes idées.